une perspective de la fin de la guerre. Est-ce trop tôt pour en parler? Faut-il mettre le sujet sur la table aujourd'hui? On va évoquer la tribune choc, on emploie un peu ce mot à tort ou à travers, mais en tout cas la tribune très commentée de l'ancien diplomate Gérard Araud. Il faudra faire des concessions à Vladimir Poutine, dit-il. Alors il ne va pas dans le sens du vent, Gérard Araud. Aujourd'hui, on est plutôt à la mobilisation tous azimuts pour accélérer l'aide à l'Ukraine, pour accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc on va détailler cette tribune où en gros Gérard Araud dit « ne confondons pas la morale », et la morale veut qu'on ait envie de punir le méchant, l'agresseur, c'est ce qu'on souhaiterait tous. Ne confondons pas la morale avec, dit-il, les réalités de ce qui est possible et les réalités donc de l'action diplomatique. Alors c'est très intéressant, on va détailler cette tribune. On va accueillir Renaud Girard. Renaud Girard, qui est notre confrère du Figaro. Bonsoir Renaud, vous êtes grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Votre tribune dans le Figaro de demain, il y en a 2 par semaine, je crois. Il y en a, non, tous les mardis. Tous les mardis. Bon, voilà. Celle de demain est consacrée au fameux ballon. Et tout à fait. Vous dites, vous aussi, l'opinion publique a un grand rôle dans ces crises. Et sans doute que si ce ballon n'avait pas été repéré, on ne serait pas aujourd'hui dans cette confrontation, au moins verbale, entre les États-Unis et la Chine. On ne va pas revenir sur le sujet. On ne va pas revenir, mais cette histoire un peu grotesque de ballon et l'espèce de surenchère des parlementaires américains, de Fox News, des républicains, etc., a fait en sorte qu'une visite diplomatique très importante a été annulée à un moment très important. Et c'est tout à fait regrettable. Et c'est vrai que dans l'histoire, on a souvent vu, c'est ce que j'explique, le gouvernement d'opinion être défavorable à une bonne diplomatie. Enfin, il ne fallait pas, du point de vue américain, détruire ce ballon ? D'abord, il y a eu, c'est pas le premier, si vous voulez, il y avait un article du Washington Post, il y en a eu plein. Et on l'a évoqué. Et on arrivait à, si vous voulez, à régler ça discrètement. Il fallait peut-être l'abattre, ou sûrement aller faire des remontrances à Pékin, mais il fallait surtout aller à Pékin. C'est pas une histoire de ballon, si vous voulez, qui doit empêcher la grande diplomatie de se faire, alors qu'il y a des enjeux très importants, Ukraine-Russie, mais aussi d'ailleurs autour de la mer de Chine méridionale, puisque les Américains viennent d'annoncer, il y a eu une visite du secrétaire à la Défense aux Philippines, qu'ils allaient rouvrir des bases là-bas. Bon. En tout cas, c'est de cette tribune maintenant dont on va parler, la tribune de Gérard Araud, parce que vous avez peut-être un regard, une lecture différente sur cette tribune. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est évidemment que des points de vue différents s'expriment. De quoi s'agit-il? Quelle est cette tribune? Que dit-il Gérard Araud, qu'on connaît bien ici, qu'on a souvent reçu? Voici les indispensables, avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors juste un mot, parce que ça compte sans doute beaucoup, un mot du contexte dans lequel intervient cette déclaration de Gérard Araud. On parlait ici même, lundi dernier, de l'avancée russe dans le Donbass, pas une avancée majeure, mais on disait que la dynamique était plutôt russe, eh bien cela s'est confirmé ces dernières heures. Et ça n'est peut-être pas étranger à ces points de vue qui s'expriment comme celui de Gérard Araud. Oui, regardez ces images. Nous sommes dans la ville de Bakhmout, dans les quartiers Est, à quelques kilomètres seulement du centre-ville. Ce que l'on entend, ce sont les tirs russes. Et oui, le pilonnage continu de l'armée russe. Ces soldats que vous apercevez sont ukrainiens et semblent être de plus en plus menacés d'encerclement. Sur cette autre image, nous sommes cette fois au nord. Ce que vous apercevez, c'est un lance-roquettes ukrainien en action. Autrement dit, les Russes attaquent sur plusieurs fronts en même temps et continuent d'avancer au point que les soldats ukrainiens eux-mêmes se demandent pourquoi ils n'évacuent pas pour sauver leurs hommes. C'est ce que révèle le reporter du Monde Rémi Ourdan. Pourquoi, s'interrogent les soldats, ne pas replier vers des positions où l'on perd moins d'hommes et où l'on tue davantage d'ennemis, lui confie un sous-officier de l'infanterie, car de fait, la ville n'a pas de réel enjeu stratégique. Et effectivement, quand on regarde les cartes, on a confirmation de cette grande difficulté. La progression des troupes russes est assez claire au nord et au sud de la ville. Les routes de ravitaillement autour sont désormais coupées. Il y en avait 6, il n'en reste plus que 2. Voilà. C'est pas innocent qu'on entende des dissensions entre les soldats sur le terrain. Il paraît même que
cette position. Pourquoi est-ce qu'il faut défendre Bakhmout à tout prix alors que de fait on est en train de la perdre compte tenu de la massification de l'offensive russe, qui est ces dissensions entre l'armée et le politique. Parce qu'il s'agit clairement de dissensions entre l'armée et Volodymyr Zelensky. Donc elle s'exprime maintenant au grand jour. Alors donc c'est dans ce contexte de difficulté de l'armée ukrainienne que des voix s'élèvent comme celle de Gérard Araud. Donc que dit-il exactement dans cette tribune, Lucile ? Eh bien, il distingue la morale de la diplomatie. La Russie a agressé son voisin, dit-il. Ses armées se sont livrées à des atrocités. Il faut évidemment défendre le bon et punir le méchant. Toute autre politique ne serait que faiblesse immorale. Faute de pouvoir le faire, nous sommes obligés de parler au diable, lui faire des concessions. Et il enfonce le clou. Et oui, faire des concessions au diable. Alors, que signifie concession? S'agit-il du statut de l'Ukraine? Gérard Araud ne le précise pas. En revanche, il réfute un argument. Mais me direz-vous indigné, le diable, on peut lui faire confiance? Et il répond lui-même, de tout temps, la paix n'a jamais reposé sur la confiance, mais sur la dissuasion. La Russie ne respectera un accord que si elle y est obligée par le rapport des forces. Voilà, en clair, ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance en Vladimir Poutine qu'il ne faut pas essayer de dialoguer avec lui, d'imaginer un plan de paix. Les concessions, effectivement, vous l'avez dit, il n'en précise pas la nature. Est-ce qu'elles sont territoriales? Parce que c'est ce à quoi on pense immédiatement. Ou est-ce qu'elles sont sur le statut de l'Ukraine? Effectivement, vous vous souvenez qu'au début de la guerre, d'ailleurs, on parlait d'un statut neutre pour l'Ukraine. En tout cas, Gérard Araud, il n'est pas le seul à porter ce registre, il n'est pas le seul à porter ce propos qu'on entend finalement de plus en plus, parfois à mots couverts et parfois ouvertement. Non, on sait que Luc Ferry, proche de Dominique de Villepin, et l'ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Pierre Lelouch, estiment tous deux que certains territoires russes ne peuvent être repris. Si Zelensky veut à tout prix reprendre par la guerre des territoires qui étaient déjà pro-russes pendant la guerre du Donbass, on va dans le mur en klaxonnant. Moi, mon intérêt, c'est que quand même, on va habiter à côté des Russes demain. Donc, il va quand même construire une relation avec eux après la guerre. Donc, ne pas rompre. Or, là, tout est rompu. Merci, Lucile. Pour vous, Gérard Araud, c'est une grande voix quand même de la diplomatie française. A-t-il raison quand il dit qu'il faudra faire des concessions à Vladimir Poutine? Vincent, je vous sens un peu bouillir. Oui, parce que je ne le crois pas. Très spontanément, j'ai annoté la tribune de Gérard Araud, que j'ai évidemment lue avec toute l'attention qu'elle mérite. Et vous voyez ce que ça donne. C'est presque aussi coloré que le foulard de Renault. Ça, c'est Vincent Hugeux qui boue en lisant la tribune et qui la surlit. Parce que je lis ce texte comme un précis de fatalisme et de résignation, un peu comme si la diplomatie, c'était l'art de l'accommodement avec le totalitarisme. Il y a des contradictions internes, comme on disait au parti jadis, qui me paraissent insurmontables. J'en prends une seule qui a été citée d'ailleurs par Lucile dans son exposé. La Russie ne respectera un accord que si elle est obligée par le rapport des forces. Mais un rapport de force que l'on se propose donc d'altérer à son profit, en lui offrant des concessions. Autre problème. Il nous explique qu'il n'y a sur la scène internationale ni gendarme ni juge. Que le gendarme onusien soit impuissant, soit. Que le juge Cour pénale internationale soit parfois désolant, oui. Mais prétendre qu'il n'existe ni gendarme ni juge est tout simplement inexact. Il nous dit ceci, ne criez pas au cynisme ou à l'absence de principe du diplomate. Ah, très bien. Alors effectivement, le diplomate a un principe, c'est le principe de réalité. Mais si Jean Moulin et les maquisards du Vercors en 41-42 s'étaient pliés au principe de réalité, ils auraient déposé les armes. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, une petite musique entre les lignes d'un texte charpenté, car l'homme est d'expérience, qui revient encore une fois à se plier au primat de la force brute et à donc concéder à l'agresseur les concessions. Dîner avec le diable, on le sait très bien, pour dîner avec le diable, il faut une très longue cuillère. Or, à aucun moment dans ce texte, on ne nous propose une cuillère suffisamment longue pour dîner avec Poutine. Un dernier point, et je m'arrête là-dessus. Il s'est terminé. Il y a quelque chose qui me déplaît profondément, c'est qu'au fond, il oppose dès le chapeau de sa chronique le citoyen vertueux, donc forcément idéaliste, candide, voire jobard, au diplomate qui, lui, est initié, jamais dupe, etc. Bon. Et il termine par
Laisser les diplomates s'en charger, c'est leur mission. Mais enfin, c'est quand même une mission dont les diplomates en question se chargent avec un bonheur illégal. Et j'estime que comme la guerre est une chose très sérieuse, trop sérieuse pour être laissée aux militaires, pardon Dominique, je pense que la paix du monde et les relations internationales sont une chose bien trop grave pour être laissée aux seuls diplomates. Général Trinquant, est-ce qu'il faudra faire des concessions à Vladimir Poutine ? Vous permettrez de reprendre là où nous avions pris le débat, puisque vous avez commencé par la bataille de Bakhmout. Et la bataille de Bakhmout, avec la question que se posent un certain nombre de militaires ukrainiens, qui sont les mêmes que ceux qu'ils se posaient avant l'été à Lysychansk et Severodonetsk. Pourquoi combattre ici et ne pas décrocher, etc. Pourquoi je reviens à ça? Parce que parler de concession au moment où la défense ukrainienne dans cette zone est fragile, c'est la fragiliser encore plus. C'est dire, écoutez, c'est le moment de discuter parce qu'ils sont en train de perdre pied. Donc je pense qu'il y a un problème de tempo. Ne pas en parler au moment où l'Ukraine se sent fragilisée parce que ça la fragilise encore plus. Le deuxième point, c'est un problème de méthode. On a parlé souvent, y penser beaucoup, n'en parler jamais. Oui, il faudra négocier. Évidemment qu'il faudra négocier. Mais si aujourd'hui on parle de concession au moment où l'armée russe est en train de gagner quelques pieds sur le terrain, on renforce la position de Poutine. On lui dit oui, vous avez raison, continuez comme ça parce que vous êtes en train de gagner là. Et nous, on va vous faire des concessions. Donc je pense que le moment est très mal choisi, premier temps. Deuxième temps, la méthode est très mal choisie. Autant je suis parfaitement d'accord sur les diplomates qui ont besoin de négocier. Mais pardonnez-moi, M. Haro, qui est un ancien diplomate, ambassadeur parfaitement respectable, aujourd'hui, il fait comme moi du journalisme. Et moi, je ne vais pas dicter aux armées ce qu'elles vont faire. J'interviens sans avoir de pouvoir sur les choses. Oui, et donc, enfin, on vous demande votre avis. Non, mais bien sûr. Peut-être à tort et à travers, d'ailleurs, excusez-nous. Mais on le demande aussi à Gérard Haro. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que nous disons devient des choses publiques. Oui. Or, ce travail-là ne doit pas se faire de façon publique. Je suis... Y penser toujours, en parler jamais. Exactement. Bon, Rime, Emmanuel, on va vous entendre dans un instant, mais Renaud, est-ce que vous faites la même lecture? Est-ce que vous dites aussi, et ce n'est pas le moment d'en parler, y penser peut-être, en parler jamais? D'abord, effectivement, il n'est plus au pouvoir, donc il a le droit de s'exprimer comme il veut. Il a quand même une très longue expérience de la diplomatie. Il a fait des livres extrêmement renseignés sur la diplomatie et la diplomatie de la France. Vincent a cité Jean Moulin, qui était le délégué du général de Gaulle, mais il aurait pu citer le général de Gaulle quand il s'exprime le 18 juin 1940. Il fait aussi une leçon de réalisme. C'est pas sur les droits de l'homme qu'il attaque l'Allemagne. Les États-Unis d'Amérique n'ont même pas jamais attaqué l'Allemagne sur les droits de l'homme avant d'être en guerre avec elle. C'est de dire la réalité est que cette guerre n'est pas perdue, dit le général de Gaulle, puisque nous avons l'Empire britannique avec nous, dit-il, et nous avons aussi l'industrie de l'Amérique qui pourra venir nous aider. C'est ce que dit le général de Gaulle le 18 juin 40. Il ne fait pas une leçon de morale, il sait très bien, comme le rappelle Gérard Haro, que la vie internationale, c'est la jungle. C'est pas comme dans les rapports interpersonnels où, oui, on peut aller se plaindre à la police, où, oui, il y a un juge qui va sanctionner les méchants. La vie internationale est tout à fait différente. Elle repose, il le dit, sur le principe de la dissuasion. Pardon, Renaud. Donc, je pense que c'est un texte très intéressant. Maintenant, est-ce que, aujourd'hui, comme l'a très bien dit le général Trinquant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de dire qu'il faut faire des concessions alors que Vladimir Poutine n'en a proposé aucune? Sans doute non. Mais c'est pas le problème. Ce qui est très intéressant dans le texte de Haro, c'est qu'il nous explique que la vie, et il a raison, que la vie internationale n'est pas faite, ne repose pas sur la morale. Comme le disait le général de Gaulle quand il a reconnu le régime de la Chine communiste en 1964, il n'aimait pas
le régime communiste qui avait commencé sa révolution culturelle, le général de Gaulle. Mais il avait dit il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Eh bien, la réalité, c'était que ce parti communiste, qu'on peut ne pas aimer, que personnellement je n'aime pas, c'est lui qui gouverne la Chine. Et la réalité, la réalité aujourd'hui de cette guerre, l'urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter que des jeunes soldats ukrainiens meurent. C'est d'arrêter la destruction de l'Ukraine, la destruction physique. Donc ça veut dire quoi? Donc nous ne sommes pas victimes de ça. C'est pas les Français, c'est pas les Américains qui meurent. Ce sont des jeunes Ukrainiens. Ça veut dire quoi, Renaud? Eh ben, c'est d'en venir effectivement à la table de négociation pour obtenir l'arrêt du massacre que nous n'avons pas su arrêter entre 1914 et 1918 pour des histoires de reconquête de l'Alsace-Lorraine, même etc. si les Russes occupent toujours 18% du territoire ukrainien. Alors là, effectivement, il faudra. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, avant la négociation, préparer un rapport de force avec les Russes. Je pense qu'effectivement, ils ne comprennent que le rapport de force. C'est ça la diplomatie, c'est ça la politique. Mais que le jour venu, pour arrêter cette guerre, il faudra peut-être faire des concessions. Elle peut porter sur la non-appartenance à l'OTAN, elle peut porter sur la Crimée, qui finalement a fait un référendum illégal, mais le référendum au Kosovo était également illégal. Donc il y a des voies possibles. Il faut surtout arrêter le plus vite possible le massacre. Veut-on qu'une génération entière de jeunes Ukrainiens, pas nous, que de jeunes Ukrainiens meurent? Combien nous voulons que de jeunes Ukrainiens meurent? 100 000, 200 000, il faut le dire. Bon, Rime, votre réponse peut-être à Renaud, votre analyse en tout cas. Non, mais il y a plusieurs points en fait à soulever, même sur la tribune. Depuis le début de cette guerre que Poutine a lancée il y a un an, en gros, on assimile le camp qui dit il faut donner à l'Ukraine tous les moyens pour se battre, tant que les Ukrainiens veulent se battre pour récupérer leur territoire, qui est leur territoire souverain et légitime. On assimile ça à des moralisateurs. C'est la morale qui prend le dessus, et qu'en fait, les réalistes seraient ceux qui diraient en fait, on va pas se battre jusqu'au dernier Ukrainien. En réalité, Poutine a lancé cette guerre, et à travers cette guerre, il est en train d'attaquer le système, l'ordre international qui a été établi par les Européens et les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a bénéficié à l'Europe. C'est d'ailleurs grâce à cet ordre international que l'Europe aujourd'hui est aussi prospère, que la France peut encore agir comme une vraie puissance. Donc en réalité, si les Européens sont en train de soutenir les Ukrainiens, ce n'est pas à cause de la morale, c'est parce qu'en fait, c'est dans leur intérêt. C'est pour préserver leur place sur l'échiquier mondial et leur puissance. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, Gérard Araud, que j'ai connu à l'ONU parce qu'il était à ce moment-là l'ambassadeur de France et qui est clairement quelqu'un d'un grand talent, dit quelque chose de très vrai. 2 points très intéressants dans sa tribune. Le premier, c'est le rapport de force, donc établir un rapport de force avec la Russie. Eh bien, pour établir un rapport de force avec la Russie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aider les Ukrainiens à arriver à un point sur le théâtre de guerre où le rapport de force militaire pourrait leur permettre d'avoir une négociation. C'est pas le sens premier de sa tribune. Mais moi, je le prends comme ça. Ah bah oui, mais... et le troisième point qui est très intéressant, il parle des Européens. Et il dit, il faut que vous compreniez que vos voisins, donc la Russie, ne partagent pas vos valeurs. C'est bien de le dire, parce qu'en France, trop de gens disent que la Russie, c'est l'Europe, on a les mêmes valeurs, mais clairement pas. Je crois que beaucoup de monde a compris quand même qu'on n'était pas tout à fait dans les mêmes sphères. Donc, qu'il faut que les Européens, au premier chef desquels la France, enfin se préparent et fassent ce qu'il faut pour qu'ils deviennent une vraie puissance face à ce qu'on voit, les autocraties qui jouent ensemble. La Chine qui aide les avions de guerre russes, je pense que tout les le monde serait Iraniens et la Russie. Mais j'essaye de recentrer le débat. Renaud Girard nous dit la priorité, c'est d'éviter que le sang de jeunes Ukrainiens continue à couler jusqu'au dernier. Vincent, je ne parle pas de vous, général, parce que d'une certaine manière, vous vous dites c'est plus une question de y penser toujours, en parler jamais. Mais Vincent dit la priorité, c'est de se battre.
La priorité, au contraire, c'est de faire reculer l'agresseur. Quelle est pour vous la priorité, Emmanuel? Je pense que nous avons tous raison, et Gérard Haraud aussi. Ce qui est important, c'est la temporalité. C'est que ce qu'il évoque n'est pas possible maintenant. Mais que, évidemment, tout le monde a intérêt à ce qu'à un moment ou un autre, ce soit possible. Cette guerre, toute guerre, finit par un cessez-le-feu. Et oui, mais tout, Gérard Haraud, je crois aussi que c'est un élément sous-jacent de la tribune, ne pense pas seulement à la situation qui a lieu aujourd'hui en Ukraine. Il pense au futur d'une architecture de paix et de sécurité qui fera que la Russie ne sera, même si elle est défaite ou si elle est gagnante, sera notre voisin. Et il faudra bien penser les questions du voisinage, si tant est que nous soyons d'accord avec ces différents voisins. Un autre élément, c'est que finalement Gérard Haraud ne dit pas autre chose que ce qui existe comme pensée américaine. D'ailleurs, il traduit une pensée américaine. Il traduit ce que Mark Milley, le chef d'état-major américain, a dit il y a un mois. Il traduit ce que William Burns... C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne sont prêts à des concessions, ni l'un ni l'autre ne sont prêts à arrêter le combat, mais qu'à un moment ou à un autre, il faut rendre possible les conditions d'une paix juste. Oui. Ce terme. Mais le général Trinquant nous dit en parler aujourd'hui, c'est de fait affaiblir la défense et la détermination. Comme je le disais, tout le monde a raison. Et un dernier point, si vous me permettez, Gérard Haraud, dans sa tribune, évoque le fait que pour l'instant, nous avons en face de nous Poutine, mais qu'il ouvre des perspectives où il est possible que d'autres réflexions soient un petit peu plus mûres. En tout cas, pour repenser le rapport de force, le mot important. Gérard Haraud parle de concession. Le président Macron parle de compromis. Il ne faudrait pas interpréter cette tribune comme une façon de dire qu'il faut, en gros, ménager la Russie ou l'autoriser à faire ce qu'elle a fait. Pardonnez-moi, pour parler clair, ce que dit Gérard Haraud, ce que sous-tend Gérard Haraud, c'est que le réel s'oppose à la morale et que le réel, c'est qu'aujourd'hui, de fait, il n'y a pas moyen de faire reculer la Russie dans l'immédiat. Et donc, il faut... C'est une erreur. Il faut penser à des pourparlers et penser à des éléments de discussion, et notamment des concessions. Est-ce qu'il a tort là-dessus ou est-ce qu'il a raison? Est-ce que le même discours aurait pu être tenu le 11 novembre, quand les Russes ont dégagé de Kherson, ont été avancés à Kharkiv? Est-ce que le même discours a été tenu en disant « ça y est, le rapport de force a basculé en faveur de l'Ukraine », parce que c'était un moment dans lequel on pouvait le penser, et donc de dire... Voilà, maintenant, Monsieur Poutine, vous êtes en train de reculer, eh bien, négociez. Non, on le fait au moment où, alors, avec un microscope, mais enfin quand même, il y a beaucoup de morts sur le terrain, vous avez raison, avec un microscope, la Russie est en train de gagner. Et là, on dit, eh bien maintenant, il faut arriver à faire des négociations. C'est là où je dis... elle est en train de gagner, Bakhmout, c'est quand même pas Kramatorsk. Non, mais je suis d'accord. Non, mais attendez, je dis moi-même qu'on regarde ça au microscope. Ceci étant... On en parle depuis 15 jours. Et tout le monde vous dit, ça y est, les Russes vont monter une offensive, etc. Même le président Zelensky dit, attention, on est en situation... C'est parce qu'il y avait des généraux, pas vous, qui avaient dit sur des plateaux télévisés, pas vous, mon général, qui avaient dit que l'armée russe était finie après l'évacuation de Kherson, c'était d'une armée foutue. Bon, il s'était un peu avancé, peut-être avait-il trop travaillé à l'OTAN. Ce que je veux dire, c'est que dans le rapport de force qu'on établit, puisque tout le monde dit qu'il faut un rapport de force pour arriver à négocier... C'est pas le moment. C'est pas le moment. Vincent, quand Renaud dit la priorité, ça doit être d'épargner le sang des jeunes Ukrainiens. Mais hélas, il est trop tard. On a construit 2 générations de jeunesse perdue sur un diktat fantasmatique et soviéto-impérial de Vladimir Poutine. Donc prétendre qu'il faut aujourd'hui la paix à tout prix, c'est signer pour la guerre pour toujours. Je veux dire, c'est une évidence historique. Au passage d'ailleurs... tout se passe comme si on savonnait la planche de Zelensky et qu'on l'invitait ensuite à danser la valse. Enfin, je veux dire, l'appeasement, le concept d'appeasement, Neville Chamberlain, au fond, je pense qu'il souscrirait à la logique de ce texte. Chamberlain, on va rappeler le point historique, 1938, qui, malgré la guerre d'Abyssinie, malgré la remilitarisation de la Rhénanie, malgré l'Anschluss, l'Anschluss, ça signifie quoi en allemand? Le rattachement. Qu'est-ce donc d'autre que le projet poutinien par rapport à l'Ukraine? Le rattachement de l'Ukraine, considérée comme une sorte d'anomalie historique, à la mère patrie. Donc on est vraiment, me semble-t-il, dans cet esprit-là. Et je termine là-dessus, puisque je évoque l'esprit. Renaud, à juste titre, faisait référence à Charles de Gaulle tout à l'heure. Mais il me semble, dans les écrits de Charles de Gaulle, à ce propos, que l'esprit de résistance qu'il prétend alors incarner,
c'est aussi un impératif moral. Donc cette dichotomie entre la morale et l'efficacité me paraît parfaitement spécieuse et stérile. Et De Gaulle, oui, mais Gérard Haraud ne condamne pas la morale. Gérard Haraud ne condamne pas la morale. Gérard la morale est mauvaise conseillère. Dit dans la diplomatie, Gérard Haraud dit que Poutine, c'est le diable. Il parle des exactions, il parle des crimes de guerre, il parle de la violation du droit international quand même. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Non. C'est un texte, pas du tout un texte un peu général. Il n'est pas du tout indulgent avec Poutine, et puisque vous y faites mention, la Russie a agressé son voisin, ses armées se sont livrées. Il y a un moment où il faut arrêter des guerres, si vous voulez. Les États-Unis sont entrés en guerre pour aider en 64 le Vietnam du Sud, qui était clairement agressé par le Vietnam du Nord. Ça n'a pas marché. Ils ont tué des centaines de milliers de personnes. Ça n'a pas marché. Ils ont décidé de se retirer librement en 1975. Ils ont quitté le Vietnam. Aujourd'hui, le Vietnam est uni. Il a toujours un gouvernement communiste, mais il se porte pas mal. Et d'ailleurs, il est le meilleur allié en Asie aujourd'hui des États-Unis d'Amérique. Il y a un moment où même si la morale n'est pas sauve, et c'était le cas pour les Américains, puisque finalement, ils avaient dit qu'ils allaient battre le diable communiste, eh bien non, ils ont considéré qu'il fallait arrêter. Donc, par moment, il faut... Voilà. Est-ce qu'il faut arrêter la guerre aujourd'hui parce qu'on n'y arrive pas contre les Russes ? Ah non, je ne dis pas du tout ça. Je dis pas du tout qu'il faut arrêter de fournir des armements à l'Ukraine. Mais je dis que le président Macron a raison de vouloir garder toujours ouverte une porte d'ouverture. Et vous disiez, Emmanuel, que les Américains pensaient comme ça état-major. Il y a eu le Pentagone, il y a eu un rapport récent de la Rand Corporation, où qu'est-ce que la Rand Corporation disait, qui dépend du Pentagone. Il disait... Il est temps maintenant d'arrêter cette guerre. Le problème qu'on a, c'est que à la fois les Ukrainiens et les Russes sont trop optimistes quant à l'issue de la guerre. C'est-à-dire que les Russes pensent qu'ils peuvent gagner, les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent gagner. Moi, je ne pense pas que les Russes peuvent gagner. Moi, je ne pense pas que les Russes seraient capables de prendre Kiev ou Kharkov. Voilà. Qui sont pessimistes, les deux belligérants, sur la viabilité d'une paix. Eh bien, ce que la diplomatie occidentale doit faire, et même pas seulement occidentale, pourquoi pas chinoise, c'est de rendre cette paix viable. Cette pensée, écoutez, elle se diffuse quand même. Écoutez Antonio Guterres, c'est le secrétaire général des Nations Unies, et voilà ce qu'il déclarait il y a quelques heures. The Russian invasion of Ukraine is inflicting untold suffering on the Ukrainian people with profound global implications. The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing. I fear the world is not sleepwalking into a wider war. I fear it's doing so with its eyes wide open. Montage Victor Gabé. Donc, le secrétaire général de l'ONU est-il haroïste ? Gérard haroïste, si j'ose dire. C'est un formidable vœu d'échec et une confirmation que l'ONU ne sert pas au but qui est le sien, c'est-à-dire de prévenir les conflits ou de les arrêter. Qui dit que tout le monde va vers une confrontation généralisée, en évoquant le fait que l'ONU devrait l'arrêter avant toute chose. Si négociation il doit y avoir, elle doit se faire logiquement, en tout cas selon la charte de San Francisco, sous l'égide des Nations Unies. Non, enfin, il est en train de dire qu'il n'y a pas de solution militaire. Non, mais c'est ce qu'il sous-entend. Il cite un grand livre, Les Somnambules, un livre qui explique, un grand livre d'un historien anglais qui explique Général Eric. On s'est précipité à la guerre on connaît un petit peu, c'est le secrétaire général de l'ONU. D'accord ? C'est pas l'ONU. L'ONU, je rappelle que les décisions paix et guerre, ça se passe au Conseil de sécurité à 15. Non, mais c'est une voix. Pardonnez-moi, le secrétaire général, quand il vient au Conseil de sécurité, il obéit aux ordres qu'on lui donne. Non, mais je ne dis pas qu'il engage l'ONU, et ce n'était pas ma question. Ma question, c'est vous entendez ce discours. Mais bon, Rime. Juste sur le secrétaire général de l'ONU, peut-être qu'il devrait relire la charte de l'ONU et l'article 51 de l'ONU, qui veut dire que un pays qui est attaqué a le droit de se défendre et de demander au monde entier de le défendre dans sa légitime défense, qui est la situation de l'Ukraine. Ça, juste pour remettre un peu les points sur les i. Renaud parlait du Vietnam et des États-Unis. Effectivement, les États-Unis se sont bien cassés les dents au Vietnam quand ils sont allés au Vietnam. Aujourd'hui, le parallèle, c'est la Russie et les États-Unis, en fait, et le Vietnam, c'est l'Ukraine. Donc, vous le faites à l'inverse, le parallèle. Évidemment, c'est ça le parallèle réel, parce que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, n'est-ce pas ? Donc, et puis troisièmement, on parle de la réalité.
savez, quand la guerre a été lancée il y a un an, tout le monde disait Kiev ne va pas tenir 3 jours. Ils ont déjoué tous ces pronostics défaitistes. Aujourd'hui, il faut laisser aux Ukrainiens la souveraineté de décider si eux, ils veulent arrêter de mourir pour leur propre pays ou pas. Ça, c'est très important parce qu'ils sont un peuple souverain. Et je vais terminer sur une chose. La France, depuis avant le début de cette guerre, à travers le président français, a essayé pendant 3 ans de faire un dialogue pour la sécurité et confiance en Europe avec Poutine. Il n'a pas voulu avancer. Le président français est allé 2 semaines avant le déclenchement de la guerre pour essayer de dissuader le président Poutine. Le président Poutine lui a menti, il n'a pas voulu écouter. En même temps, pendant 6 mois, les États-Unis ont aussi essayé de faire de la diplomatie avec la Russie. Ils ont mis sur la table même de discuter de l'emplacement de leurs missiles en Europe. La Russie a refusé de négocier. Donc jusqu'à maintenant, toutes les tentatives de diplomatie ont été portées en échec par la Russie, même à travers leur ami la Turquie, où la Turquie a accueilli des conversations de la diplomatie. Et où ça n'a rien donné. Et ça n'a rien donné. Donc pour le moment, celui qui ne veut pas négocier, c'est la Russie. Merci. Merci. Tout rapidement. 10 secondes, si vous permettez. Je serai le partisan le plus fervent, non seulement d'un cessez-le-feu, mais de négociation de paix, le jour où le rapport de force permettra des modalités d'un accord de paix qui autoriseront l'Ukraine à recouvrer sa souveraineté et son intégrité territoriale. Merci Renaud de nous avoir rendu visite. J'accepte de ce qu'a dit Vincent, c'est très bien. Merci Dominique. Merci Vincent. Merci Emmanuel.